Vincent, on vient d'avoir les consignes micro. Bonjour à vous tous. Donc, je suis Vincent Piriou, président de la CME des Hospices Civils de Lyon. Et j'anime cette table ronde avec Pascal Moquer, qui est la directrice générale du CHU de Limoges. On va traiter un sujet qui est parfois pas très connu, qui se révèle souvent pendant les crises sanitaires dont on a beaucoup parlé. C'est le sujet de la souveraineté et de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement avec le problème des ruptures médicamenteuses. Et il y a souvent un travail colossal qui est fait par nos pharmacies hospitalières où en fait ces ruptures médicamenteuses passent inaperçues, mais elles sont réelles, elles se sont largement aggravées au fil des années précédentes. Puisque on peut nous dénombrer environ presque 4000 déclarations de rupture de stock, de rupture médicamenteuse qui ont été adressées à la NSM en une année. C'est un chiffre qui ne fait que croître d'année en année, qui a été multiplié par 10 en 10 ans. Et nous allons essayer de traiter donc 4 questions. Les nouveaux équilibres à construire entre sécurité, souveraineté et efficience des achats hospitaliers. Comment sécuriser durablement l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments critiques avec tout le contexte des tensions géopolitiques que vous connaissez et les éventuelles crises à venir. Est-ce que le médicament est devenu un enjeu stratégique de souveraineté pour les systèmes de santé européens et la place et le rôle des CHU dans ces réflexions? Je vais laisser Pascal donc présenter nos orateurs et ensuite on lancera le débat. Donc, nous avons 2 intervenants pour illustrer et répondre à toutes ces interrogations. Tout d'abord, Gilda Barrère, vous êtes directeur des affaires publiques de Séquence. Séquence est une entreprise française qui est spécialisée dans la chimie fine et l'industrie pharmaceutique. Donc, son activité principale n'est non pas d'aller produire des médicaments, mais d'aller produire les principes actifs qui sont la base d'un médicament. Sans principe actif, pas de médicaments. Votre groupe réunit environ 2600 personnes et vous pourrez peut-être nous préciser l'objet de votre entreprise. Audric Darras est directeur des achats et produits de santé pour UniAchat. Donc, UniAchat est un groupement de coopération sanitaire qui permet la mutualisation des achats entre les établissements de santé, différents segments et dont les médicaments. UniAchat a été créé il y a un peu plus de 20 ans à présent par les CHU qui ont souhaité se regrouper pour porter ensemble leur stratégie achat. Donc aujourd'hui, UniAchat, c'est environ 1500 établissements hospitaliers et médico-sociaux, 124 groupements hospitaliers de territoire, un périmètre d'achat de 8,6 milliards d'euros chaque année, dont 5,5 milliards pour les médicaments. Et donc, ce qu'on vous propose, ce sont des regards croisés, donc à la fois d'acheteurs, d'industriels dans le secteur du médicament et de présidents de commission médicale d'établissement d'un CHU aussi sur ces enjeux de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en médicaments et produits de santé. Première question à tous les deux, et je commence par Audric. Pourquoi nos approvisionnements en médicaments sont dans les hôpitaux, dans les CHU structurellement vulnérables et selon vous, qu'est-ce qui a le plus fragilisé la chaîne d'approvisionnement européenne ? Merci. Donc effectivement, la démonstration n'est plus à faire de la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et on a rappelé quelques chiffres, notamment sur le nombre de déclarations auprès de la NSM, sur l'ensemble des risques de tension qui sont constatés au niveau national, qui sont corroborés par des chiffres qu'on a aussi en interne au niveau hospitalier, qui font état de plusieurs centaines, de l'ordre de 500 à 800 nouvelles ruptures chaque année de médicaments en secteur hospitalier. Alors qu'est-ce qui a causé finalement cette déstabilisation et qui est pas récente mais qui a cru de manière relativement exponentielle depuis 10 ou 15 ans maintenant? Vraisemblablement, c'est lié au fait que cette question de la souveraineté sanitaire a été dans l'angle mort des politiques industrielles et des politiques publiques de manière générale. Et on a finalement accepté, ou même avec une certaine complaisance et un certain bénéfice ou un profit pour la soutenabilité du système, une transition, un glissement finalement de ces chaînes qui pouvaient historiquement être localisées en France ou en Europe et qui progressivement se sont
déstructurées, qui sont allongées, qui sont concentrées auprès de certains acteurs, mais aussi dans certaines zones géographiques et certains pays en particulier, et qui ont nécessairement conduit à une baisse finalement du niveau de résilience de ces chaînes d'approvisionnement dès lors qu'il y a un contexte qui induit une déstabilisation, soit du niveau de consommation ou des perturbations d'ordre géopolitique. Peut-être pour illustrer avec un chiffre issu de nos données internes sur la cartographie des chaînes d'approvisionnement, on a noté par exemple que près de la moitié, un peu plus de la moitié des médicaments qui ont été analysés dans cette première phase sont issus d'un unique pays de provenance au niveau des principes actifs, et c'est vraisemblablement là où se situe le principal enjeu de la souveraineté et de la résilience demain. Et on parle du principe actif, il y a évidemment toute une chaîne qui sera probablement complétée, qui est aujourd'hui sur laquelle on est par ailleurs encore aveugle. Un autre chiffre d'illustration, on dénombre à peu près un tiers des médicaments pour lesquels nous n'avons aucune source identifiée aujourd'hui d'approvisionnement en principe actif au niveau européen. Et donc c'est des chiffres qui seront affinés avec les analyses complémentaires, mais qui quand même illustrent un petit peu le niveau de fragilité dans lequel on évolue. Et si on regarde les causes annoncées des ruptures d'approvisionnement dans les rapports d'activité, notamment de la NSM, qui font qui mettent plutôt en valeur des déséquilibres, soit de capacité de production ou d'offres. En réalité, là, je pense qu'on est plus sur une analyse symptomatique de cette perte de capacité de réactivité, de résilience des chaînes qui se sont rigidifiées et qui ont induit un certain nombre de dépendances par ailleurs. Et pour donner la vision du principe actif en tant que tel, quelques chiffres vraiment marquants. En 2015, il y a à peine 10 ans, on avait à peu près 50% des principes actifs du monde qui étaient faits en Europe. Donc l'Europe était entièrement autosuffisante. De manière très rapide, entre 2015 et 2025, aujourd'hui, la part de marché de l'Europe est à moins de 30%. Et comme l'a dit Audric, elle est déficitaire et entièrement dépendante de l'Inde et de la Chine sur une très grande variété de principes actifs génériques. La raison principale est évidemment d'aller chercher le coût le plus bas, petit 1, mais c'est aussi lié au développement de la Chine et de l'Inde sur ces marchés qu'ils jugent, eux, stratégiques, sur lesquels ils ont des capacités. Donc vous allez me dire, après, diversifier ces sources, prendre une source européenne, une source indienne, une source chinoise, après tout, c'est peut-être pour la sécurité d'approvisionnement. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas diversifié, on a juste pris une unité européenne, on l'a mis soit en Inde, soit en Chine, et comme l'a dit Audric, sur certains principes actifs, il n'y a plus qu'une unité qui le fait, soit en Inde, en Chine, et plus rien du tout en Europe. Merci beaucoup. Donc, vous nous parlez de délocalisation, effectivement. Moi, je voudrais vous parler de relocalisation. Gildas, vous travaillez pour une entreprise, C15, qui est une entreprise française, multinationale, qui a une sensibilité particulière au concept de souveraineté nationale. À travers la crise Covid, vous vous êtes illustré sur ce sujet. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie que relocaliser une production de principes actifs? Est-ce que c'est réaliste économiquement? Est-ce que ce n'est pas contre-productif par rapport à la tendance qu'on avait quelques années de tout délocaliser? Et quels sont les principaux freins à une réindustrialisation de notre industrie en général et plus particulièrement de l'industrie pharmaceutique? Et quelle est la position de l'État? C'est-à-dire, est-ce que l'État donne des injonctions et il n'y a pas d'aide derrière, ou au contraire, est-ce que l'État est facilitant? Alors, excellente question. Effectivement, dans le principe actif, il y a principe actif et principe actif. Le paracétamol que vous consommez tous par rapport au cisatracurium ou au propofol pour l'anesthésie, vous comprenez bien que ce n'est pas les mêmes volumes, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc nous, on distingue des grandes catégories de principes actifs. Les très forts volumes, sur lesquels en général on a des unités dédiées. Paracétamol, aspirine, ibuprofène, diclofénac. Voilà, des molécules qui sont faites en très grande quantité. On a la même chose sur les antibiotiques, amoxicilline, pénicilline, où on a besoin d'unités dédiées de très grands volumes. Là-dessus, la compétition est essentiellement chinoise et l'Europe s'est séparée de quasi toutes ses capacités de production. Donc ça, c'est le premier bloc. Ensuite, on a le deuxième bloc qui sont les petites molécules chimiques qui font très peu de tonnage.
Le propofol, c'est 4 tonnes la consommation française. C'est rien du tout, 4 tonnes, ça tiendrait ici. Le cisatracurium, c'est 150 kilos. Vous imaginez, 150 kilos, vous n'allez pas construire une usine qui fait la taille de ce hall pour 150 kilos. Donc dans ce cas-là, ces petits principes actifs de petits volumes sont faits dans des usines polyvalentes qui sont capables de faire un certain nombre de principes actifs très différents les uns des autres. Concrètement, relocaliser cette partie-là, pour nous, c'est plus maintenir les compétences, les infrastructures et un certain nombre d'usines polyvalentes pour permettre de faire un certain nombre de principes actifs. Nous, on a une dizaine d'usines en Europe. Sur chacune des usines, on fait 40 principes actifs différents. Voilà. Donc ça vous donne une idée du nombre d'usines qu'il faut. Et aujourd'hui, sur l'industrie européenne de cette catégorie de principes actifs, on a à peu près 300 usines en Europe. Donc on a encore une industrie. Et là, c'est plutôt, c'est pas tellement relocaliser qu'il faut, c'est éviter de continuer de perdre des usines tous les ans. Et enfin, vous avez les derniers principes actifs qui sont du domaine du biologique, sur lequel l'Europe essaye de se développer avec une très forte concurrence, notamment de la Chine. Alors maintenant, quels sont les freins à la relocalisation? Le premier frein, évidemment, c'est le coût. Vous imaginez bien que produire en Europe, ce n'est pas pareil que produire en Inde. On a les coûts salariaux, mais dans la chimie, les coûts salariaux, ce n'est pas le premier poste de coût. Les premiers postes de coût, en général, c'est les coûts opérationnels, les coûts de matières premières, les coûts d'énergie, les coûts de traitement des déchets, les coûts de traitement de l'eau. Ça, ce sont les coûts très importants. Et pour le coup, les Indiens et les Chinois ne respectent pas les mêmes règles européennes. Donc, on n'a aucune chance de se battre contre eux. Si je vous donne des ordres de grandeur, un principe actif que vous connaissez tous, l'acéthyrisine, c'est le printemps, tout le monde en prend pour l'allergie. En Europe, ça coûte 300 € du kilo. C'est 100 € du kilo. Donc, et à la fin, c'est le coût, hein, c'est même pas le prix. Donc à la fin, c'est même pas la peine d'essayer de se battre. Si on veut acheter pas cher, c'est là-bas qu'il faut acheter. Maintenant, est-ce réaliste économiquement? Sur une boîte de paracétamol, 2 € en pharmacie, il y a 8 grammes. Le paracétamol, c'est entre 5 et 10 € du kilo. Les meilleurs en maths, allez hop, ça fait 8 centimes au maximum, plutôt 5 centimes. Et si on achète en Inde, 2-3 centimes. Donc 2-3 centimes sur 2 €, c'est 1%. Voilà. C'est calcul, c'est bête et méchant. Et c'est ça sur tous les principes actifs. Du propofol jusqu'au cisatracurium, en passant par n'importe lequel, on est entre 0,00001% et 1, 2. Pour certains principes actifs très très complexes chimiquement, on peut atteindre les 3, 4, 5%, mais rarement plus. Donc si je veux payer ma cétirizine 3 fois plus cher que l'Inde, l'impact sur le médicament Zyrtec que vous achetez en pharmacie, vous ne le verrez même pas. Vous ne le verrez même pas. Je multiplie par 3 le prix du principe actif. Regardez dans un Zyrtec, je ne sais plus combien il y a 25 mg. Vous payez 300 € du kilo au lieu de 100 € du kilo. Vous faites l'addition, vous regardez, vous mettez ça au regard de la boîte de Zyrtec. Vous verrez, il n'y a aucun impact. Donc à la fin, finalement, quand on veut, on peut. Finalement, c'est juste un choix politique de où est-ce qu'on met notre argent. Est-ce qu'on veut être dépendant de pays qui ont leur agenda? Et aujourd'hui, l'Inde se développe beaucoup dans les principes actifs, pas du tout pour détruire l'Europe, absolument pas, tout simplement pour donner des médicaments à sa population. Donc tous les industriels indiens ont des subventions pour produire le maximum de principes actifs pour que la population indienne, 1,4 milliard de personnes, ait des médicaments et puisse avoir l'accès aux soins. Le problème, c'est qu'ils en font tellement et les incitations sont tellement grandes que ça se déverse en Europe et que ça tue notre industrie. Le jour où ils arrêteront, et ils arrêteront, le jour où ils arrêteront, on fera quoi si on a tout perdu en Europe? On fera quoi? Voilà. Quel est le positionnement de l'État sur la relocalisation? Alors, le positionnement de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne est très en faveur. Le problème, c'est, moi, je ne vais pas construire une usine pour vendre 4 tonnes de propofol en France. Je ne vais pas construire une usine pour vendre 3000 tonnes de paracétamol en France, ça ne suffit pas. Donc, à la fin, il faut forcément que toute l'Europe ait une politique de préférence européenne. Sans quoi, moi, je ne nourris pas mes usines juste avec la France. Donc, c'est bien beau d'avoir des volontés politiques françaises et elle est réelle. Le problème, c'est que c'est trop petit. Enfin, on est dans la chimie fine. La chimie fine, c'est des petits volumes. Le marché français, c'est 70 millions de patients. C'est rien du tout. Audric, vous représentez une centrale d'achat, donc Uniachat, qui est au service de l'hospitalisation publique et particulièrement des CHU. Quelles conséquences pour les hôpitaux et quel coût des ruptures d'approvisionnement? Alors les coûts, ils sont à la fois, on sait, très importants et en même temps très difficiles à calculer parce qu'ils sont relativement diffus. Si je devais donner 3 natures d'impact, en commençant par celui qui est le plus intolérable finalement, qui est celui de la dégradation de la qualité de prise en charge
des patients qu'on est amené à traiter, que ce soit lié au recours à une alternative par défaut, qui peut avoir un profil de tolérance ou moins bon ou d'usage qui est pas aussi thérapeutiquement parlant efficace, à un arrêt de traitement où, dans certaines situations, on peut être amené même à devoir, au travers de contingentement des volumes, réduire la voilure et donc prioriser. On ne va pas parler, comme dans le secteur militaire, de triage, mais en tout cas de prioriser certaines indications qui sont à traiter de manière prioritaire. Ça, on va dire que c'est la première nature d'impact. La deuxième, elle est plutôt au niveau des ressources humaines. Et la partie émergée de l'iceberg, c'est le temps pharmaceutique qui est avec des pharmaciens qui sont en première ligne en fait, de ces ruptures d'approvisionnement, qui sont, selon certaines enquêtes, quantifiées à peu près 0,5 ETP par PUI, ce qui est assez significatif en réalité, et qui ne sont finalement qu'une partie visible, mais toute la chaîne de soins évidemment est affectée, impactée par ces tensions d'approvisionnement, et ça se traduit aussi au niveau des effectifs de préparateurs, de magasiniers, d'agents logistiques, de personnel soignant et de personnel médical, parce qu'il faut aussi valider un certain nombre d'alternatives thérapeutiques, de protocoles, et avec un coût du changement qui est évidemment très important. Et puis la troisième nature d'impact, c'est celle économique, qui est plus ou moins directe. Et je vais donner un exemple en particulier. Quand on est amené à se dépanner sur le marché dans une situation de rupture, donc pris au dépourvu, entre guillemets, au pied levé, les prix d'achat ne sont évidemment pas du tout les mêmes que ceux qui ont été contractualisés dans le cas d'un marché passé en bonne et due forme, avec des surcoûts ou des coûts d'achat qui peuvent varier de 2, 3, 4 fois, 10 fois le prix classique du produit quand il n'y a pas de situation de tension. Et c'est à minima un coût indirect parce que ça fait l'objet d'une avance de trésorerie par les établissements qui doivent de toute façon s'approvisionner dans les produits disponibles, et parfois un coût beaucoup plus direct quand ils ne réclament pas le surcoût qui a été généré aux industriels qui ont été défaillants, et c'est encore une réalité. Merci. Vincent, les sujets de souveraineté d'une part, les sujets de responsabilité sociale et environnementale sont des sujets de préoccupation pour nous, en titre de gouvernance d'un CHU. Et Gilda évoquait d'ailleurs tout à l'heure le sujet des normes en Inde, mais derrière le sujet des normes, il y a aussi tout ce qui est sécurité sanitaire et conditions de travail. En qualité de président de commission médicale d'établissement d'un CHU, quelle réflexion peut porter un hôpital universitaire face à ces enjeux de sécurisation des chaînes d'approvisionnement, face à ces enjeux de souveraineté, et quel rôle particulier peut-être en matière de médicaments innovants? Je pense que, là je vais parler au nom des CHU, je suis président de la CME des Hospices Civils de Lyon, donc il y a un gros CHU. Très clairement, les CHU doivent jouer un rôle clé sur ces sujets de souveraineté et d'approvisionnement, et arrêter d'être passifs sur ces sujets. Il y a deux sujets principaux. Le premier, c'est le référencement des médicaments. Et le deuxième, c'est la production de médicaments, où les CHU, en relation avec l'ANSM, les industriels, doivent jouer un rôle actif. Dans les CHU, on a des compétences hors normes, notamment à travers des pharmaciens, à travers des personnels hospitalo-universitaires, à travers des plateformes de production. Et on a aussi les patients qui vont du recours à de la médecine de proximité avec des volumes extrêmement importants. En ce qui concerne le référencement des médicaments, pendant très longtemps, on a référencé nos médicaments de façon très passive avec deux critères uniquement. L'efficacité, on regardait sur la commission de transparence, et le prix, bien sûr. Et c'était les deux critères qui nous intéressaient. Aujourd'hui, on doit prendre en compte bien d'autres critères. Le sujet de la RSE, bien entendu, qui est rentré dans nos ADN. Le sujet de l'anticipation des ruptures par des produits de substitution. Le sujet de la préférence nationale avec le soutien de l'industrie française, bien entendu. Et le sujet de la vulnérabilité des industriels et des chaînes de production.
Tous ces facteurs doivent être pris en compte dans le référencement de nos médicaments, ce qui induit un changement quand même très important dans le cadre de la réflexion qu'il y a. Réflexion qui doit être conduite au niveau national entre les CHU en lien avec les agences de l'État, notamment l'ANSM. Et les CHU, à travers leur Comédims, à travers leur PUI, doivent jouer aussi un rôle régional pour aider, dans le cadre des GHT, dans le cadre des établissements, les choix du référencement des médicaments. D'autre part, les CHU doivent encore collaborer plus entre eux. Alors, il y a la conférence des pharmaciens de CHU qui fait déjà un gros travail, mais il faut probablement lui donner plus de visibilité qu'elle en a aujourd'hui, plus de liens officiels avec les agences de l'État, car elles jouent un rôle de veille, bien entendu. Elles doivent nous présenter des stratégies préventives sur les ruptures et des stratégies de substitution en cas de rupture. Ceci nécessite donc une collaboration très forte avec la NSM et les industriels qui est à renforcer. Ensuite, les CHU aujourd'hui doivent s'afficher comme des producteurs de produits pharmaceutiques et porteurs de l'innovation. Aujourd'hui, certains CHU ont des plateformes de production des produits de santé. On l'a vu pendant la crise Covid, aux Hospices Civils de Lyon, on a une plateforme qui s'appelle Free Farm et on a été amené à produire pour les besoins nationaux du pancuronium, par exemple. Mais d'autres CHU peuvent produire des médicaments à façon. Et il doit y avoir une réflexion nationale avec un lien avec les industriels sur ces productions de préparation hospitalière spéciale. Et puis les CHU doivent s'inscrire aussi dans l'innovation, notamment dans la production de biothérapie, alors, par exemple avec les carticelles académiques, en partenariat avec les industriels français, et dans le cadre des essais thérapeutiques des phases précoces. Et enfin, les CHU, à travers les gros volumes qu'ils représentent, à travers leur poids sur les organisations territoriales, peuvent gérer des stocks très importants en lien avec les agences régionales de santé pour pallier à des ruptures temporaires et permettre à tous les patients d'un territoire de pouvoir bénéficier des traitements adéquats, donc à travers des réseaux régionaux ou nationaux pour redistribuer les produits en cas de pénurie. Donc, en conclusion, vous avez compris, les CHU ne sont pas que des centres de soins. Ça devient des piliers stratégiques pour la souveraineté sanitaire et la sécurité des médicaments. Leur rôle combine production, innovation, logistique, expertise. Et il faut renforcer leur capacité et leur coopération avec l'industrie et l'État et entre les CHU pour éviter les crises sanitaires futures. Merci beaucoup, Vincent. Gilda, on évoquait tout à l'heure le marché européen, puisque les questions qui se posent aujourd'hui en France se posent bien sûr dans les autres pays européens, et que depuis quelque temps est en discussion un projet de règlement de l'Union européenne qui s'appelle le Critical Medicine Act, qui vise également à sécuriser l'approvisionnement de l'Europe en médicaments essentiels et de réduire le risque de pénurie. Qu'est-ce que, en tant qu'industriel, vous attendez de ce Critical Medicine Act ? Voilà. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement pour les industriels européens en matière de gestion des risques vis-à-vis des médicaments critiques ? Est-ce que... Ouais. Est-ce que ça... Oui, c'est bon. Pour ceux qui lisent la presse, le Critical Medicine Act a fait l'objet d'un accord entre la Commission européenne et le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. Donc on arrive dans la dernière phase avant publication. Concrètement, le Critical Medicine Act a été lancé post-Covid, donc suite à une initiative parlementaire européenne de 2021. Donc vous voyez qu'on est en 2026. Le texte devrait être publié septembre 2026 et rentrer ensuite progressivement en fonction et impacter notamment les achats hospitaliers en 2027-2028. Donc vous voyez que suite à une crise sanitaire et à un réel enjeu de maintenir une production locale de principes actifs et de médicaments, l'Europe a mis à peu près 6 ans pour réagir, ce qui a laissé le temps pendant ces 6 ans à un certain nombre d'industriels de continuer
de délocaliser leur activité en Inde et en Chine, et aux hôpitaux de continuer à acheter massivement des médicaments dont les principes actifs sont fabriqués en Inde ou en Chine. Donc déjà, le temps est extrêmement long. Ensuite, quand on regarde le texte en lui-même, aujourd'hui, c'est un des premiers textes européens qui intègre une préférence européenne sur les achats publics hospitaliers, avec une obligation de mettre en place sur les médicaments critiques et particulièrement vulnérables. Donc particulièrement vulnérables, c'est grosso modo, il n'y a quasiment plus de production en Europe, une préférence européenne dans les appels d'offres. Donc ça, c'est ce que dit le texte. Par ailleurs, le texte permet aussi de soutenir des projets de relocalisation. Ensuite, ce sera à chaque État membre et à chaque hôpital de définir ce qu'il entend par un critère de préférence européenne. Par exemple, si je donne un avantage de 1% sur le prix, je donne un avantage à la préférence européenne. Est-ce que ça a un impact? Absolument pas. Mais aujourd'hui, le texte européen n'est absolument pas précis là-dessus. Donc concrètement, l'enjeu de ce texte, ce n'est pas tant de mettre en place une nouvelle réglementation, c'est de donner un signal politique pour les achats hospitaliers, pour déjà légitimer tout ce qui est fait en France sur les achats hospitaliers et convaincre d'autres États membres qui ne sont pas vraiment en faveur de la préférence européenne, notamment parce qu'eux n'ont pas d'industrie. Donc finalement, pour un pays qui n'a pas d'industrie pharmaceutique, entre acheter en France ou acheter en Inde, pour eux, c'est pareil en termes économiques. Donc convaincre ces pays-là qu'il y a un vrai intérêt en Europe à produire ces médicaments localement. Donc à présent que ce texte est sorti, nous, industrie, ce qu'on veut voir, c'est comment il va être décliné auprès des États membres, comment il va être décliné auprès des hôpitaux, et ensuite comment il va être décliné auprès de nos clients, puisque ce sont nos clients qui nous achètent les principes actifs, et eux, derrière, on doit pouvoir construire des partenariats long terme avec eux pour finalement, si eux ont une préférence en bout de chaîne, il faut que nous, on ait une incitation à produire en Europe tout au début de la chaîne. Donc face à nos... Audric, est-ce que actuellement, pour vous, le modèle actuel des marchés publics hospitaliers est suffisamment adapté, suffisamment puissant pour préserver une sécurité d'approvisionnement? Et selon vous, quelles sont les évolutions attendues en matière de politique d'achat pour mieux sécuriser nos approvisionnements? Alors, est-ce que c'est suffisamment mobilisé aujourd'hui? Probablement pas, au vu du nombre de ruptures que l'on constate, que l'on subit. Par contre, on n'a pas attendu les obligations réglementaires pour agir, et je vais y revenir. On a une stratégie finalement qui se décline en 3 axes sur la sécurisation des approvisionnements et qui se déroule sur un plan pluriannuel, avec une première étape qui est celui de diversifier nos sources d'approvisionnement pour éviter de tomber dans des dépendances finalement à un seul acteur ou à une seule aire géographique ou provenance en amont. Et ça, c'est une stratégie qui est mobilisée sur des produits critiques, essentiels. On peut les appeler différemment selon les prismes ou les organismes qui les dressent, mais sur lesquels on a un intérêt à le faire parce qu'il y a une criticité thérapeutique, parce qu'il y a une fragilité de la chaîne d'approvisionnement, et puis parce qu'on a des leviers aussi au niveau hospitalier pour mobiliser ce type de stratégie, et en particulier celui de volume qui permettent de justifier la diversification de ces achats. Le deuxième axe, c'est celui de se doter de capacités d'anticipation ou de réaction face aux ruptures qui sont constatées et que l'on découvre finalement à la première non-livraison dans un des établissements hospitaliers, qui ne nous laisse réellement pas beaucoup de temps pour réagir. Alors on a mis en place un certain nombre de stratégies de prévention, de précontractualisation anticipée pour pouvoir avoir des contrats mobilisables immédiatement. Pour autant, on travaille sur un programme qui nous dotera d'un niveau de stock justement qui permettra ou d'atténuer ou d'absorber les ruptures ou en tout cas une bonne partie que l'on subit aujourd'hui, et à tout le moins d'avoir un délai de réaction pour pouvoir mobiliser des productions auprès de fournisseurs, puisque le temps de production pharmaceutique il est relativement long, et quand un fournisseur passe une commande et obtient une livraison, il se passe à minima 1 mois voire plusieurs mois sur certains produits. Donc ça, c'est le deuxième enjeu sur lequel on travaille et sur lequel on a vocation à aboutir dans
dans les mois à venir sous la forme d'une expérimentation qui est sensiblement la façon dont on procède historiquement avec un pilote, on teste, on améliore et on déploie, on généralise. C'est ce qu'on est en train de faire par ailleurs sur le premier axe de la diversification. Et puis le troisième, c'est l'accompagnement à la relocalisation de production au niveau français et européen. Ça se traduit par notamment l'intégration dans nos appels d'offres, et ça fait un certain nombre d'années maintenant, de critères de choix, alors qui n'ont pas forcément comme objectif premier de relocaliser ou de favoriser une entreprise française ou européenne, mais qui ont cet effet-là de manière secondaire, mais qui concourent à évaluer le niveau de fiabilité ou de robustesse des chaînes d'approvisionnement au travers d'un certain nombre de critères qui incluent la localisation des sites industriels et qui se fait donc mécaniquement en faveur de ces localisations, de ces ancrages industriels au niveau français et européen. Et le deuxième critère qui conduit à peu près sensiblement au même résultat, qui est celui de la prise en compte des impacts environnementaux, qui là aussi conduit à valoriser des productions qui sont plus proches, parce que plus vertueuses, et pas nécessairement du fait de la distance ou du coût du transport, qui est en réalité une part absolument minoritaire dans le bilan carbone d'un médicament, mais plutôt lié, et en particulier sur le principe actif, au niveau d'intensité carbone en fait, de l'énergie qui est utilisée pour produire la chimie pharmaceutique, qui est le principal émetteur en réalité. Voilà, et donc cette stratégie-là, elle se déploie progressivement. On a passé la phase d'expérimentation, de test. On est en train de procéder aux ajustements et au déploiement de manière généralisée sur les médicaments sur lesquels ça a du sens de procéder à ce type de stratégie. Et donc ça sera le cas dans les mois à venir pour ce qui nous concerne. Voilà, j'allais aussi mentionner l'évaluation, parce que ça, c'est les bonnes intentions. Après, quel est l'impact réel obtenu sur ces stratégies-là? Et c'est ce qu'on évalue dans le cadre de nos pilotes. Et je vais vous donner 2 chiffres. Je vois que le temps file, mais on a regardé sur les procédures sur lesquelles on appliquait ce type de critères, quels auraient été les résultats si on ne les avait pas mobilisés. Et on a regardé ça dans 2 prismes. Le premier, c'est quelle est la part de marché ou en valeur attribuée à des fournisseurs qui produisent tout ou partie de leurs médicaments en France et en Europe. Et on a vu qu'on avait eu un impact significatif, positif, au travers de l'application de cette stratégie, de ces critères, de l'ordre de à peu près 15 à 20% supplémentaires attribués à des fournisseurs qui font travailler des entreprises avec un ancrage européen. Et on a aussi regardé quel était le nombre de médicaments parmi ceux sur lesquels on applique sa stratégie, qui bénéficiaient in fine d'un ancrage, d'au moins un ancrage industriel au niveau européen. Et on est passé finalement d'un chiffre sans application de sa stratégie qui aurait été de 67% pour le cas observé à 81%. Donc on a un impact qui est significatif finalement au travers de l'application de ces critères, et donc on n'a pas attendu 7 ans pour mobiliser, puisque là on en est déjà dans les retours d'expérience et le déploiement de manière généralisée. Merci beaucoup. 10 secondes chacun pour le mot de la fin. Donc je vous laisse le temps de réfléchir à les mots que vous choisirez. On se retrouve ici dans 5 ans pour évoquer la souveraineté pharmaceutique en Europe. Qu'est-ce qui vous ferait dire qu'on a avancé dans ce domaine? Gilda? Alors concrètement, on ne va pas revenir à ce qu'était l'Europe avant, mais au moins on arrête l'hémorragie. Ça, c'est vraiment le premier souhait. Et le deuxième souhait que je formule, c'est que toutes les normes qui nous sont imposées et qui sont absolument normales, par exemple la norme de manipuler nos salariés qui manipulent des principes actifs hautement actifs, doivent être protégées. Ce n'est pas le cas en Inde. C'est pas le cas en Inde. Donc quand vous achetez un principe actif hautement actif, sachez que les Indiens les ont touchés avec tous les effets secondaires que vous connaissez dans la pièce, mais ça ne pose de problème à personne. Donc voilà mes 2 souhaits, qu'on arrête l'hémorragie et que les normes qui s'appliquent à nous s'appliquent à nos concurrents. Merci. Vincent? La première chose, c'est que l'Europe ne soit pas fragmentée dans 5 ans. Hein. Il y a un risque majeur entre le populisme et le nationalisme. Que l'Europe soit toujours très présente et forte. Et on a vu la fragilité de nos partenaires américains, notamment sur le médicament. Et donc, c'est en étant unis qu'on sera plus fort, très clairement. Et mon souhait, c'est qu'on développe vraiment une politique commune face à ces ruptures médicamenteuses et face
aux relocalisations en Europe. Et je pense que la politique française nationale n'est pas suffisante et on doit avoir vraiment une vision européenne. Okay. Merci à tous les trois.